et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble en cette soirée de Noël pour nous tenir chaud au cœur pendant ces 2 heures de direct, pour partager et pour ceux qui se sentent seuls ce soir, leur faire sentir à quel point les êtres humains que nous sommes sont reliés malgré tout, même au travers de leur solitude. Qui ne pense pas ce soir seul à des souvenirs, à des personnes aimées, parfois avec regret et nostalgie, mais certainement avec beaucoup d'amour. Souvent, on se sent seul parce que l'on attend d'être aimé. Le chemin de maturité conduit à aimer bien plus que d'être aimé, même sans rien recevoir en retour. La solitude peut nous apprendre à aimer justement, à poser un regard étonné et bienveillant sur les êtres. Elle invite à la gratitude. Et pour ne pas que cette solitude soit douloureuse, elle ne doit pas être refermée sur elle-même et se sentir toujours prête à recevoir un signe, à accueillir une présence, à fêter la vie. Alors c'est dans cet esprit que je souhaite fêter avec vous cette nuit de Noël, vous accueillir tous à l'antenne d'Europe 1 pour que nous partagions vos joies et vos peines. Appelez-nous au 39 21, vous serez accueillis au standard ce soir par Jeanne, avec attention et chaleur et sous l'œil attentif de Fabrice qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit, ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Véronique à l'antenne, je voulais passer un message à vous, chers auditeurs, de la part de Mimi. Mimi qui lance comme ça une idée sur les ondes. Elle souhaiterait que des gens se regroupent, profitent d'Internet pour qu'il y ait des appartements de retrouvailles. C'est une jolie idée pour les couples et les familles, pour partager un peu d'intimité de temps en temps. Donc cette idée d'appartement de retrouvailles, le temps d'une soirée, d'un repas, d'un échange, est une très jolie idée. Merci à vous, Mimi. Et puis, merci à Sergio, à Marilou, à Demisa pour vos chaleureux messages de bienvenue en cette nuit de Noël. Voilà. Est-ce que Véronique, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. C'est une grande surprise pour moi parce que c'est vraiment un super cadeau que j'ai reçu en entendant la voix de Jeanne qui appelait, parce que hier j'ai découvert votre émission. Je ne savais pas que l'émission avait lieu le dimanche et que quand Caroline n'était pas là, il y avait quelqu'un qui la remplaçait. Oui. Et j'ai été très surprise de vous entendre, et en même temps, c'est vrai que j'avais un cafard terrible parce que vous avez résumé exactement ce que je vis en ce moment, ce que je ressens. Oui. Cette nostalgie du fait que beaucoup de personnes ont disparu, oui. Ne sont plus là. Je les ai beaucoup aimées. Oui. Bon, il y en a qui m'ont plus ou moins aimée, mais enfin, peu importe, je les ai beaucoup aimées. Et j'ai beaucoup souffert de leur mort, bien sûr. Et j'ai aussi beaucoup souffert de la mort, enfin, on peut dire ça comme ça, on peut parler d'une mort aussi. La mort d'une amitié de 25 ans. Je bafouille, excusez-moi. Non. J'avais une amie qui, du fait qu'elle s'est mariée, m'a laissé tomber. Ah oui. Plus de coups de fil, plus de lettres, plus rien. Et vous avez essayé de la recontacter, Véronique, cette amie? Écoutez, oui, mais et elle j'ai été répond tellement pas bien reçue que j'ai préféré arrêter. Ah. Disons que elle m'a fait comprendre qu'elle tournait une autre page maintenant et qu'il fallait tourner la page. Ah oui, qu'elle n'avait plus envie de poursuivre le lien avec vous. Voilà, elle a voulu qu'on lui tende la main pendant un moment. Alors on correspondait ensemble par courrier ou par téléphone. Et puis à partir du moment où elle a rencontré son mari, celui qui est devenu son mari, ça a été terminé. Elle a décidé que l'amitié avait assez duré. 25 ans. Ça faisait 25 ans qu'on était amis. Elle me le rabâchait souvent. Ah tiens, le 29 octobre, ça fera tant de temps qu'on est amis. Et puis, ben voilà. Un peu comme s'il n'y avait pas de place à la fois pour un homme et une amie, enfin un amour et une amitié. Voilà, apparemment non. Pour elle, c'était trop. Elle avait décidé que c'était fini. Et puis, un point, c'est tout. C'était à moi de m'effacer. Elle a fait ça à d'autres. Ah oui. Qui ont souffert aussi, parce que d'autres amis avec qui elle était, enfin avec moi, elle était beaucoup plus accrochée, parce que il m'est arrivé, quand elle a perdu sa sœur, entre autres, de l'appeler et de
enfin quand elle m'a téléphoné du moins, et de la rappeler parce que ça s'était coupé, de parler avec elle pendant 2 heures pour essayer de lui redonner le moral ou le courage. Oui. En fait, elle était surtout dans une relation avec vous, où, on va dire plus une relation d'objet, comme disent les psy, que de sujet. Voilà, je pense qu'elle était plutôt intéressée qu'autre chose. Oui, c'est-à-dire que elle vous donnait aussi des choses, enfin, dans la relation. Oui, au début, oui. Et puis, petit à petit, j'ai senti qu'elle s'en allait tout doucement, parce qu'il n'y avait plus de nouvelles. C'est moi qui y allais aux nouvelles, mais enfin, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'écris plus? Pourquoi tu me téléphones plus? Surtout parce que si tu peux plus écrire, bon ben je comprends, on n'a qu'à se téléphoner. Mais même ça, on aurait dit que ça lui coûtait un bras. Ouais. Donc j'ai compris que c'était plus la peine, qu'il fallait arrêter. Oui, et vous pensez à elle ce soir, Véronique? Oui. Elle vous manque? Elle me manque, oui. Elle me manque beaucoup, parce que bon, ma famille ne m'a pas donné autant qu'elle. Et Véronique, et lui a envoyé un petit message sans rien en attendre, vous voyez, juste parce qu'elle vous... Mais étant donné qu'elle a changé de logement... Oui, vous avez plus ses coordonnées? Je n'ai plus du tout ses coordonnées, mais alors plus du tout. Ah oui. Disons que ça serait... elle n'écoute pas non plus cette radio, elle n'écoute pas Europe 1. Elle en écoute une autre, mais pas Europe 1. Ah bon, vous savez ça, vous êtes sûr? Oui, parce que ça, me l'avait déjà dit. Enfin, peut-être que maintenant qu'elle est avec son mari, mais je sais pas. Oui, il écoute peut-être Europe 1, mais je plaisante. Rien. Peut-être, on ne sait jamais. Non, mais je comprends, Véronique, c'est vrai que c'est douloureux de perdre une amie, et surtout de se rendre compte, voilà, qui ça pose la question de qui j'étais pour elle, qui elle a été pour moi. J'étais pour elle, pourquoi tout d'un coup elle décide de me laisser, qu'est-ce que j'ai fait, enfin je me suis posé beaucoup de questions. Et puis bon, c'est vrai que chaque fois que c'était Noël, elle me téléphonait, bon, même quand on s'envoyait des cadeaux de temps en temps, mais Noël, moi j'attends pas Noël pour faire des cadeaux à quelqu'un. Pour moi, l'amitié, c'est une petite surprise comme ça, c'est l'amitié, c'est un cadeau. Oui, c'est vrai. C'est n'importe quand, parce que là, les gens, ils stressent, ils vont dans les magasins, ils stressent jusqu'au dernier moment pour acheter des cadeaux. À des gens qui vont peut-être, au bout d'un certain temps, les laisser tomber ou ne pas leur parler pendant... je reçois ton cadeau, puis dans l'année, après je te parle plus, j'ai pas le temps, on est tous éloignés les uns des autres, on est tous... Oui, mais ça peut être un moment pour se rappeler quand même, vous voyez, qu'on tient les uns aux autres. Pour se rappeler qu'on existe les uns les autres. Et puis qu'on tient les uns aux autres, hein. On existe dans nos relations avec les autres, hein. Notre vie, elle est constamment en interaction avec l'autre. Et ça fait du bien, bon, c'est chaleureux, c'est recevoir un cadeau, c'est... L'amour, c'est le meilleur des cadeaux, quoi. Vraiment. Oui, c'est vrai. C'est le meilleur des cadeaux. Oui, Véronique, vous avez raison. C'est ça qui c'est ce qui me manque vraiment beaucoup, parce que bon, elle était un peu jalouse de moi aussi, parce qu'à un moment donné, je vivais avec Bruno, l'homme de ma vie, que je pensais être l'homme de ma vie, qui est reparti dans son pays parce que lui, il pensait ne jamais trouver un travail en France. Il est centrafricain. Et lui, il pensait trouver un travail, mais là-bas, dans son pays. Parce qu'en étant enseignant, il ne se voyait pas enseignant ici. Puis il disait qu'il devait beaucoup à son pays, que c'était son pays qu'il avait envoyé en France pour étudier, pour soutenir sa thèse. Alors à partir du moment où il avait terminé, il estimait qu'il fallait qu'il rentre. Et il m'en avait fait des promesses, et tu verras, je viendrai de temps en temps. Alors il m'a tout laissé, toutes ses affaires, tous ses livres, tout. Et puis je viendrai, tu parles, c'est pas possible. Vu la conjoncture économique de ce pays, vu les difficultés qu'il a, lui personnellement, c'est perdu, c'est fichu. Et puis moi, aller le voir, ça me fait toute une expédition parce que je suis aveugle. On ne peut pas partir seul en avion. Par sécurité, il vaut mieux être avec quelqu'un. Et puis d'ailleurs, vu le temps d'attente qu'il y a entre attendre à Paris et puis attendre jusqu'à ce que l'avion parte, ça met quand même beaucoup de temps. Des fois, on peut attendre une journée entière.
Donc, mais ce que vous évoquez, Véronique, toute relation finalement d'amour et d'amitié qui prend en compte la confiance, prend toujours le risque d'être trahi. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est que dans toute cette relation d'amour ou d'amitié, on donne notre confiance, et donner sa confiance, c'est prendre le risque qu'on trahisse cette confiance. Mais moi, je me sens idiote parce que je donne beaucoup ma confiance aux gens. Je donne beaucoup aux gens, et puis je reçois quoi en retour? Souvent, je me casse la figure, quoi. Oui, mais alors peut-être que vous pourriez, Véronique, vous demander qu'est-ce qui a été trahi. Est-ce que c'est la place que vous avez assignée à l'autre? Est-ce que c'est l'exigence, vous voyez, de devoir que vous avez considéré comme acquis à tout jamais? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe pour vous dans la relation? Parce que la trahison, elle est toujours portée par la relation. Vous voyez, souvent on dit, il y a un traître et un trahi, mais en fait, si vous vous sentez trahi, vous êtes plus trahi par votre manque de jugement que par la personne en question. Vous voyez, oui, c'est ça qui fait souffrir. Je ne sais pas juger. Oui. Avec, je sais juger avec intelligence. C'est pas tant juger, de comprendre les limites de l'autre. Vous voyez, il y a des limites. J'ai pas assez d'intelligence pour arriver à comprendre. C'est pas une histoire d'intelligence, Véronique. C'est que vous avez sans doute, comme nous tous, et c'est très humain, très envie d'être aimé et d'aimer à votre tour et de donner. Et quelquefois, on pense que tout donner, ça va suffire. Oui, c'est ça. Quelquefois, c'est voilà, il y a une petite chose en plus qui est de comprendre ce qui se joue entre deux personnes. Voyez, et qui nous remet finalement, mais c'est douloureux, bien sûr, ça nous remet face à nous, mais on avance aussi comme ça, Véronique. C'est justement pendant la semaine de Noël, Noël que ça revient, tout ça. Oui, parce que vous avez raison, au moment de Noël. On est seul avec soi-même. Oui, et puis c'est le moment où comme beaucoup d'êtres sont en relation les uns avec les autres, dans des repas, des fêtes, ensemble, à l'antenne. C'est cette question de la relation qui est posée à nouveau de façon encore plus forte qu'à d'autres moments de l'année. Voilà, c'est ça. Même que ce soit un jour de semaine comme un autre, parce qu'il y a des collègues qui m'ont dit, mais écoute... c'est un jour comme un autre, tu vas être seul, tu n'as qu'à faire comme si tu étais en RTT ou comme si tu étais en congé. Facile à dire. C'est très facile à dire. Parce que on n'a pas le même rythme de vie dans ces cas-là. Quand on est en congé ou en RTT normal, il y a les voisins autour qui circulent dans l'immeuble. Oui, là c'est vide, votre immeuble, c'est ça? Oui, là c'est les gens sont partis. C'est d'un silence, mais c'est pas possible. C'est J'ai vrai. entendu ma voisine d'à côté qui est là. Oui. Je ne pensais pas qu'elle était là. Elle est peut-être toute seule. Ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu sa porte s'ouvrir. Elle est peut-être toute seule, votre voisine, Véronique? Je ne sais pas, parce que... Ah oui? Il n'y a pas longtemps qu'elle est là. Et vous entendez bien? On se parle comme ça de temps en temps. On se connaît pas vraiment. Oui. Mais ça fait bizarre, quoi. Je m'attendais pas à ce que... je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un à côté, ça fait du bien. Et vous croyez... Même si je l'entends pas. Oui, et vous croyez que ce serait, je sais pas, possible d'aller frapper à sa porte ce soir? Je sais pas, j'ai une idée comme ça, pour faire connaissance. Je n'en sens pas le courage, non, mais... ou demain. Peut-être demain, je sais pas, oui. Demain, je sortirai. Vous voyez, parce que la vie est faite de périodes de relations différentes aussi. C'est vrai, vous avez perdu des amitiés très fortes dont vous m'avez parlé, mais on en renoue aussi, vous voyez. Ça vient, parce que le monde évolue à coup de trahisons répétées, de promesses non tenues, d'espérances déçues, parce qu'un monde sans trahison serait un monde immuable. La famille, tant que vous allez bien à peu près, se tracasse pas beaucoup. Étant donné, si vous allez, dès que vous avez un problème, un handicap ou autre, ils ont peur de s'approcher de vous. Ils vous reçoivent parce que quand vous êtes prêt, mais dès que vous êtes loin, ils n'ont pas envie de faire l'effort pour venir vous voir. Oui, c'est votre cas. Là, vous parlez de vous. Oui, c'est mon cas, voilà. Et j'ai une camarade avec qui je discute souvent, une collègue avec qui je discute souvent, qui me dit c'est la même chose pour elle. Oui. Et ce soir, votre famille est loin, c'est ça? Oui. Oui. Et il y en a qui sont âgés, qui ne peuvent pas se déplacer, d'autres qui sont handicapés, mais par l'âge. Et qui, s'ils n'ont personne pour les conduire, ils peuvent pas conduire, et ils sont loin quand même. Donc, ils sont pas
ils sont pas loin par la pensée, mais ils sont loin par les kilomètres, quoi. Bien sûr, demain on va se téléphoner, mais voilà, c'est pas la même, c'est une autre relation. C'est pas la même chose que de se retrouver ensemble pour un repas, par exemple. Et moi, je sais que j'ai mon aide à domicile qui me disait que justement, elle, ce soir, elle allait chez sa fille, qui invite, entre autres, sa mère. Et avec sa mère, elle a des relations, comme la dame qui parlait hier des relations avec sa mère. La première, Annie, hier dans l'émission, qui parlait des relations avec sa mère, Corinne, c'est un peu ça. C'est un peu ce qu'elle vit avec sa mère. Et de savoir qu'elle était invitée, elle en était découragée. Je lui ai dit, écoute, tu fais comme si tout allait bien. À partir du moment où tu vas avoir bu un verre, tu vas oublier. Tu vas être un peu plus euphorique et tu vas voir les choses différemment. Oui, je sais pas. Il y a des gens à qui ça fait ça. Bon, moi, j'ai rien pour tout ça. Je vais pas boire un verre parce que j'en ai pas. J'ai du jus d'orange ou de l'eau. Bon. Mais Véronique, je vais vous souhaiter un bon Noël. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, que vous allez rester avec nous. À toute l'équipe. Et puis il y a Sergio, voilà, qui vous envoyait un petit message pour dire le chagrin d'amour fait souffrir, mais le chagrin d'amitié aussi. Courage, Véronique, je vous embrasse et joyeux Noël. Voilà. Très gentil. Joyeux Noël à vous. Véronique, et bonne soirée. Toute l'équipe d'Europe 1. Merci de nous avoir appelés. Vous êtes adorable. Voilà. Et puis, vous voyez, il y a une autre Véronique qui vous dit, quand on change de vie, qu'on tourne une page, il peut arriver qu'on n'ait plus envie d'être sous le regard de quelqu'un qui vous connaît trop bien, qui connaît toutes nos failles et nos faiblesses. Cela n'a rien à voir avec vous. Donc, passez une très bonne soirée, Véronique. Merci. Bonsoir. Merci, au revoir. Et puis avant d'accueillir Claude à l'antenne, un message de Paulette, une très très fidèle auditrice qui nous souhaite joyeux Noël. Merci à vous Paulette, mais surtout qui veut souhaiter un joyeux Noël à Janine, qu'elle a connue grâce à son passage à l'antenne avec Caroline il y a plus de 3 ans. Et depuis, elles s'écrivent, elles se téléphonent et elles sont devenues de vraies amies sans même s'être jamais rencontrées car une grande distance les sépare. Et voilà, comme Janine se sent bien seule ce soir, elle sera heureuse de ce message, dit Paulette, qui lui sera particulièrement dédié. Merci à vous, Paulette, c'est un très joli message et c'est vrai que dans cette émission, on est là aussi pour se rencontrer. Et puis également Olivier le patrouilleur qui travaille ce soir pour assurer la sécurité sur les autoroutes de France, ainsi que les pompiers, infirmières, professions de la santé, à qui tous ces pensées vont ce soir à ses collègues de service et qui vous souhaitent à tous un joyeux Noël. Et puis également Noël de Colmar et Roxane qui souhaitent un joyeux Noël à toute l'équipe d'Europe 1 et puis bien sûr à vous, chers auditeurs. Merci de tous vos messages. Claude, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sophie. Claude. Voilà, je vous souhaite tout d'abord un joyeux Noël. Merci, à vous aussi. Et je trouve que vous êtes très humaine et c'est très apaisant à vous écouter. Voilà. Et si j'appelle, c'est pour donner un peu d'espoir. C'est-à-dire que si j'appelle, c'est pour dire que je souhaite aussi bon courage à toutes ces personnes qui sont seules, comme moi je le suis aussi. Et que, il faut espérer que peut-être l'année prochaine, on sera plus seul, quoi. Oui. Voilà. J'ai entendu la personne avant, Véronique. Ça a été très touchant parce que moi j'ai des points communs avec elle. Entre autres, je suis aveugle. Et moi, mon histoire, là, je suis tout seul depuis le 30 janvier de cette année, parce que j'ai rencontré une personne en 1990. La personne montrait une face d'elle, mais pas la bonne. Enfin, la bonne face d'elle. Et donc, je me suis marié en 1991. Et puis là, ça a changé. Et puis en 1993, on a eu un accident. Et presque du jour au lendemain, j'ai perdu la vue. Et à partir de là, la personne avec qui je vivais a fermé complètement tous les volets de la maison. Et puis elle a entassé tout dans la maison. C'est devenu et bon, je l'ai mise en garde plusieurs fois que ça pouvait pas durer. Et puis ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Et donc cette année,
j'ai pris la décision de franchir le pas parce que c'était très dur, parce que comme je suis aveugle, isolé, loin de ma famille, c'était très très dur. Et donc j'ai franchi le pas. Bon, j'ai toujours beaucoup de tracasseries encore, parce que je suis seul et bon, j'ai une auxiliaire de vie depuis le 26 mars, mais bon, c'est quand même très difficile. Donc, mais je me bats pour me reconstruire, voilà. Oui, bah écoutez, c'est courageux. Sans doute que votre compagne n'a pas supporté ce qui s'est passé. Enfin, elle a. Moi, je pense que plutôt c'était l'oisiveté qui, parce qu'elle était toute la journée devant l'informatique. Je pense que c'est plutôt ça. Ah oui. Je crois qu'il y a les deux. Il y a l'oisiveté et puis ce syndrome de Diogène qui. D'être enfermé dans son tonneau là. Voilà. Donc, et puis bon, elle voulait pas écouter ce que je lui disais. Enfin, je lui disais l'appartement, c'est bon, c'est inimaginable à raconter comment il est. Bon, maintenant il va mieux parce que il y a depuis le mois de janvier, on a nettoyé, mais on a encore pas mal de choses à faire. Et votre famille est loin de vous là, Claude? Oui, j'ai ma mère qui est à Strasbourg et mon père à Saint-Raphaël, donc vous voyez, ça fait loin. Oui, vous êtes au Havre, hein, c'est ça. Donc ce qui me manque beaucoup dans cette solitude, c'est les contacts humains, parce que moi j'ai travaillé pendant 21 ans comme standardiste, donc j'aime bien les contacts humains. Ce qui me manque dans la solitude, c'est les contacts humains. Oui. Et vous avez gardé des collègues de travail ou des gens autour de vous? Non, j'ai pas. Non, parce que la société où je travaillais la dernière, on a été mis au chômage du jour au lendemain. 300 personnes s'est remis. Et tout le monde est parti de la région pour retrouver un emploi. Quand j'étais marié, j'avais des amis, et puis comme l'appartement devenait vraiment invisitable, elle a fait partir. Les gens ne pouvaient plus venir dans l'appartement, même les gens les gens de la famille et tout ça, quand ils venaient se déplacer pour venir me voir, ils étaient reçus sur le trottoir pour vous expliquer. Donc là, vous démarrez finalement, enfin un peu comme un nouveau cycle, une nouvelle année là, avec beaucoup de changements, beaucoup de courage, avec une vie que vous reconstruisez. Il y a beaucoup de changements depuis le 30 janvier. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai récupéré un couple d'amis. Donc je les ai, mais bon, ils ont leur vie privée. J'ai comme personne encore, j'ai mon auxiliaire de vie qui vient de temps en temps la semaine. Et puis ça s'arrête là, quoi. Par contre, la chance que j'habite un immeuble de 48 étages. Les gens dans l'immeuble sont tous, mais alors d'une gentillesse avec moi, c'est incroyable. Je suis vraiment très étonné. Mais tout le monde. Et ben alors sont des bons augures, des bons signes pour cette fin d'année et l'année prochaine, Claude, pour vous. Vous redémarrez quelque chose. Mais j'ai beaucoup de problèmes par rapport à la justice qui me méprise complètement, jusqu'à aller à ne même pas reconnaître l'aide. Quand ils mettent aide, ils mettent à côté non chiffré. Vous voyez, mon gros problème, c'est la justice, quoi. La paperasserie, vous voulez dire, hein, tout la justice qui s'acharne financièrement, parce que je suis obligé de lui payer une pension alimentaire et puis. Mais c'est votre auxiliaire de vie. Qu'elle a fait. Peut-être elle a fait plein de crédits derrière mon dos sur Internet, et tout ça, je dois le payer aussi. Ah oui, donc encore... C'est le problème que j'ai beaucoup, parce que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse être aussi injuste envers moi. Je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon. Oui, alors vous le ressentez comme de l'injustice, mais vous voyez, quelquefois ça s'applique, on va dire bête et méchant, mais vous voyez, ça s'applique là, tout à fait, parce que de façon. On prend même pas en compte que je suis aveugle. C'est même. Mais peut-être qu'il faut quelqu'un pour vous défendre, Claude. Est-ce que vous êtes bien défendu? Je me suis adressé à une assistante sociale, mais l'assistante sociale, au début que je me suis adressé à elle, la seule chose qu'elle m'a dit, vous avez qu'à divorcer et puis vous adresser au service de désinfection de la ville du Havre. Il y avait des choses plus urgentes que ça, et et alors mon médecin après l'a relancé, et puis elle a toujours pas voulu se déplacer. Bon, beaucoup de... Enfin bon, je suis comme je suis battant, j'essaye de m'en sortir, mais j'espère m'en sortir, quoi. Oui, vous avez en tout cas du courage à vous entendre. Oui,
j'ai voulu m'en sortir, j'ai voulu sauter le pas parce que je voulais déjà en 2005 le faire. Et puis comme j'étais déjà seul, on était déjà isolés, il y avait déjà pas la famille sur place et tout ça, je l'ai pas fait. Et là, c'est devenu vraiment intenable. Je pouvais, dans l'appartement, pour vous dire, je ne pouvais plus que me déplacer de la chambre à coucher aux toilettes, à la salle de bain et à la cuisine. Et encore la cuisine, on aurait plutôt cru un local à poubelle qu'autre chose. Hein. Oui. Mais écoutez, Claude, alors, en tout cas, vous avez repris. Il y a eu un moment donné, je me suis dit, je peux pas finir ma vie comme ça, et donc j'ai sauté le pas. Oui, écoutez, ça a dû vous donner beaucoup de force, de confiance, parce que quand on reprend sa vie en main, on prend ses responsabilités. Je peux vous dire que le jour où elle est partie le matin, elle est partie un matin. Ça n'a pas duré longtemps, naturellement, mais il y a eu comme un souffle de liberté en moi. Quoi. Oui. Bon, mais ça n'a pas duré longtemps, mais vraiment, j'ai senti que là, je pouvais maintenant au moins pouvoir peut-être m'en sortir, quoi. Oui, vous décrivez, ça n'empêche pas effectivement après tout ce que vous avez à gérer et tout ce à quoi vous devez faire face, mais en fait vous avez passé le pas de reprendre de l'autonomie, vous voyez, même si vous avez un handicap, vous avez pris de l'autonomie à travers cet acte, vous voyez, et c'est très important. En revenant à la personne qui était avant, c'est normal un peu qu'il y a la personne avant, elle est très touchante et elle a l'air d'être très gentille. Et quand on est aveugle, on est très très vulnérable à beaucoup de choses. Hein. On ressent. Beaucoup vulnérable. J'imagine que le ressenti est beaucoup plus fort. Déjà, mais on est vulnérable aussi. Vous savez, vous avez quelqu'un qui peut venir chez vous, il vous prend des affaires, il repart et vous le voyez pas. Hein. C'est vrai. Vous le voyez pas. Et c'est m'est arrivé en espace de 7 mois, c'est m'est arrivé 2 fois. Bon, c'était pas grave, c'était si vous voulez, c'était pas grand chose, c'était quelques numéraires, mais ça fait quand même, vous savez. C'est angoissant, surtout. Oui, c'est angoissant. Vous dites après à qui je peux faire confiance. Quoi. Oui. Et c'était des gens en plus qui venaient normalement pour vous aider en plus. Oui. Alors vous savez, on est très vulnérable en étant avec, sans faire de la pitié. Hein, non, j'entends bien. Non, mais vous n'êtes pas là-dedans. On est vulnérable. Oui. Et c'est pour ça que je comprends très bien la personne qui est venue avant, qui était avant à l'antenne. C'est oui, les sentiments d'abandon, de solitude sont beaucoup plus forts. Oui, tout à fait. Bien sûr. Voilà. Mais enfin bon, là, je me bats, j'essaie de m'en sortir. J'ai la chance, j'ai une auxiliaire de vie qui comprend très bien. Elle m'a même dit qu'elle fera tout pour remettre l'appartement le plus vite possible. Mais voilà, et puis j'ai un couple, je les vois de temps en temps, qui habitent pas très loin de chez moi, mais qui de temps en temps viennent m'aider, hein, parce qu'il y a des choses que je peux pas faire. Eh bien, écoutez, bon courage à vous, Claude. Des choses tout à fait bêtes. Hein. Faire un chèque, vous voyez, faire un chèque. Un aveugle, il peut pas faire un chèque, il peut que le signer, c'est tout. Oui. C'était un truc bête. Hein. Oui, et on se rend pas compte. Les gens ont des portables, un aveugle, il peut pas avoir un portable parce qu'il peut pas le faire fonctionner. Il y a des choses toutes bêtes. Hein. Oui. Mais bon, il y a des choses faut pas non plus mettre tout en noir, hein, parce que bon. Moi, je suis quand même content. Je peux écouter de la musique. Je suis passionné par la radio et tout ça. J'ai plein de choses que j'aime, mais bon, il y a des problèmes. Mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Merci Claude pour votre témoignage. Il y a Béa qui envoie un message parce qu'elle aimerait parler avec vous. Elle vous souhaite un bon Noël et Jeanne va vous rappeler hors antenne pour vous donner son contact. Oui. La dernière chose, j'ai laissé mon numéro de téléphone, au standard. Hein. Oui. S'il y a quelqu'un qui veut m'appeler, il n'y a aucun problème. Voilà, on va vous rappeler. Comme la dame avant, là, si elle a besoin de parler parce qu'elle est seule, il n'y a aucun problème. Et puis j'attends aussi pour Béa, il n'y a aucun problème. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à vous et à toute votre équipe un très bon Noël et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis aussi aux auditeurs, aux personnes qui sont tout seules ce soir. À vous aussi, Claude. Merci de votre appel. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Hélène. Bonsoir Sophie. Excusez-moi, je voulais juste dire à Claude, je ne connais qu'une seule citation, je crois de Saint-Exupéry, qui disait
L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Exactement. Voilà. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et vous avez raison, c'est une très très belle citation et c'est bien de nous la dire ce soir. Oui. Et donc, c'est un joli message. Dédié à Claude, oui. Avec grand plaisir. Merci Hélène, merci. Et excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle, donc je suis un petit peu... émue, mais c'est normal, mais voilà. Je voulais en fait vous demander votre avis parce que j'ai 38 ans et en fait j'ai eu un parcours de vie assez difficile et très chaotique. Oui. Et j'ai survécu à pas mal de choses. Oui. Et il y a une chose dont je n'arrive pas à surmonter, à me remettre. En fait, ça me fait penser aussi à Annie hier. Oui. C'est par rapport à ma mère. En fait, j'ai été séparée d'elle de l'âge de 12 ans à l'âge de 25 ans. Oui. Et je ne l'ai pas vue du tout. Et ma sœur vivait avec elle et pas moi. Oui. Et j'ai fait la démarche à 25 ans. Je me suis dit, mais si jamais un jour le téléphone sonne et on t'annonce son décès, ce serait impossible pour moi d'avoir un tel regret sur la conscience. Donc en fait, je l'ai recherchée, j'ai repris contact avec elle. Ça fait donc 13 ans. On va dire qu'il y a eu 8-9 ans, mais en fait, ma mère, j'ai toujours senti depuis toute petite que ma mère ne me désirait pas. Oui. Et j'ai appris plus tard que j'étais le fruit d'un stérilet qui n'avait pas fonctionné. Donc, quand j'ai appris ça, ça m'a bien rassurée. Oui. Et en fait, je pense qu'on ne naît pas mère. Je pense profondément on le devient. On le devient, oui. Et donc, j'ai essayé de construire, j'ai essayé en fait tout simplement qu'elle me regarde. Et en fait, depuis 13 ans, elle ne m'a jamais posé de questions. Jamais. Elle s'est pas intéressée à vous. Elle vous a pas regardé. Jamais. Jamais. Même pas savoir quelle était ma couleur préférée. Alors que finalement, c'était pas la même mère avec votre sœur, si je comprends bien. C'est ça qui est difficile pour vous. Et vous savez s'il y a une histoire particulière à votre naissance. Enfin, est-ce que vous l'avez interrogée sur les circonstances de votre venue, quelle femme elle était. C'est une sœur aînée que vous avez ou non. C'est vous l'aînée. Ouais. Et en fait, elle se souvient pas de ma naissance. Ouais. Et elle se souvient en fait de pas grand-chose. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Je pense qu'il y a une part de vérité, mais... Il y a combien d'écart avec votre sœur? Combien d'années? 2 ans. 2 ans, ouais. Mais je sais que... elle m'aime pas, quoi. Quand j'étais petite, j'ai fait une pelade. Donc, vous imaginez même pas les moqueries pendant des années à l'école. J'ai fait une pelade jusqu'à l'âge de 12 ans. Et quand je suis partie, parce que c'est moi qui ai décidé de partir à l'âge de 12 ans, d'aller vivre avec mon père, que je ne connaissais pas, et en fait, en 1 an, mes cheveux ont repoussé, mais les médecins, je me souviens encore, les médecins n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et donc, on reliait ça automatiquement à ma mère, quoi, en fait. Oui, bien sûr, Hélène. Mais vous disiez vous-même, vous avez eu donc un parcours chaotique. Vous en êtes déjà, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail sur vous. Il y a un moment donné où la maman, c'est un peu ce que je disais à Annie, d'ailleurs également hier soir,
la maman qu'on n'a pas eue, qu'on aurait aimé avoir, il y a un deuil de cette maman-là à faire, qui est très très douloureux. Mais quand on arrive dans les rives, de l'âge adulte, il y a un moment donné où c'est vous qui prenez soin de vous. C'est-à-dire que le soin qu'on vous a pas donné enfant, mais c'est tout un apprentissage. C'est-à-dire que comme on vous l'a pas donné enfant, il y a tout un apprentissage un chemin à refaire avec vous-même du soin que la petite fille que vous avez été n'a pas reçu. Oui, mais vous voyez, le problème, ce que je ne comprends pas, justement, vraiment la question que je souhaiterais vous poser, c'est qu'en fait, toute la famille, donc toute sa famille, qui est normalement la mienne aussi, ces gens-là, depuis l'âge de 12 ans, ne se sont pas manifestés auprès de moi. Je n'ai eu aucun contact. J'ai été totalement abandonnée de tous. Et en fait, il n'y a pas une seule personne. Moi, je me dis, si seulement il y avait eu une seule personne, qui s'était intéressée à moi, ça m'aurait fait exister. Oui, mais oui. Le fait qu'il y ait 0 personne, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à vous reconstruire, à survivre. Mais oui, mais Hélène, parce qu'il y a un regard à construire à l'intérieur de vous, pour qu'on vous regarde, et pour être importante pour l'autre, c'est essentiel que vous soyez importante pour vous, là. Vous voyez, parce que en fait, vous demandez, quand on est enfant, un enfant de fait, vous voyez, il demande, il est là pour être pris en charge par des adultes. S'il reçoit pas, et vous ne l'avez pas reçu, et ô combien c'est douloureux pour se construire, mais après, il y a comme quelque chose malheureusement de trop tard, et la vie demande, et vous demande que vous preniez vous-même dans vos bras, en charge, vous regardez, être importante pour que les autres puissent avoir accès à vous. Parce que là, votre attente, votre demande, même si elle est juste, vous voyez, sur le plan affectif, sensible, ressenti, psychique, elle est compliquée, difficile à entendre de l'extérieur. Et elle ne peut être entendue, elle doit d'abord être entendue par vous, Hélène. Et après... Vous voyez, parce que vous l'aurez entendu, les autres pourront l'entendre. Et c'est important de repartir de vous. Oui, mais alors le moi. L'effet de souffrance, de maltraitance et de sévices. Donc... Oui, comme vous dites, mais vous pouvez beaucoup. Vous êtes très puissante. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez... Mais oui, mais avec soi-même, on peut beaucoup. Alors ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai. C'est quelquefois on pèse 3 tonnes à porter. C'est lourd de se porter soi-même. Mais c'est notre responsabilité d'être au monde. Et c'est aussi notre liberté. C'est parce qu'on est responsable qu'on est libre. Alors bien sûr, c'est facile à dire comme ça, un micro, et c'est forcément tout un chemin et un chemin de vie. Et quelquefois, il y a des matins où quand on se lève, on trouve vraiment que la vie est bien dure et bien lourde à porter. Mais vous verrez qu'en faisant quelques pas des très grands, mais en prenant un peu soin de vous, vous verrez que tout d'un coup, du lien, quelqu'un peut vous regarder, vous tendre la main. Mais là, vous êtes tellement dans l'attente de ce que vous n'avez pas eu, qui est derrière maintenant, voyez, et vous ne l'aurez pas. Ça, c'est perdu. Mais ce qui n'est pas perdu, c'est vous, c'est la personne que vous êtes aujourd'hui. Là où vous êtes arrivé, ce qui a été vécu est vécu. C'est pas, vous voyez, bien, mal, c'est pas un échec, c'est un chemin de vie. Et dans un chemin de vie, il y a des ingrédients qui sont là pour nous apprendre, pour se découvrir, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de la souffrance qu'on a, des difficultés. Ce qui est important dans la vie, c'est quand on traverse comme ça, et comme vous dites, j'ai une enfant chaotique, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous décidez d'en faire aujourd'hui, de cette histoire-là, de vous. Moi, je veux partir depuis des années. Oui, mais ça va pas résoudre grand-chose. Vous voyez, c'est un peu dommage, parce que la vie, elle vous est donnée, et elle vous est donnée pour... Justement, c'est précieux parce qu'elle vous est donnée pour que vous en fassiez quelque chose de votre vie,
Alors oui, vous pouvez dire non, ça m'intéresse pas, j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas eu la jolie vie que j'attendais, on m'a pas aimé, on m'a pas donné d'amour. Oui. C'est absolument pas une question de jolie vie. Non, mais on m'a pas donné d'amour, alors comme on m'a pas donné d'amour, ça vaut pas le coup que je reste. Mais j'entends bien ce que vous dites et je crois que vous êtes suivi, c'est ça, par un psy. Oui, je suis suivie depuis 4 ans. Mon médecin, c'est ma perfusion. Oui, c'est important pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez parcouru justement depuis avec votre médecin sur votre chemin? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez pu construire? Eh bien, écoutez, ça m'a permis d'essayer de pouvoir me contenter de quasiment, mais vraiment d'un grain de café, d'un grain de sable avec ma mère. C'est-à-dire que les gens autour de moi me disaient, mais comment tu peux supporter l'insupportable? Et en fait, je me disais, mais même quelque chose qui est complètement anodin pour quelqu'un, et ben moi, je me disais, chouette. Et donc, vraiment, à un moment de vie, vous voyez, je sais pas, une réflexion juste sur le temps, assise sur un banc, enfin, c'est vraiment des choses qui, a priori, n'ont pas grand intérêt. Et donc, j'étais résignée pendant des années, j'en avais fait mon deuil de cette mère, mais vraiment mon deuil. Et donc, je me suis dit, il faut faire avec ce qu'elle est, avec ce que je suis aussi. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, là, un peu. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y a eu un déménagement et en fait, ça a réveillé tout ce que j'ai vécu à l'âge de 12 ans, à savoir, entre guillemets, l'abandon que j'ai eu à cet âge-là. C'est-à-dire que ma mère a eu n'a pas été là et en fait, j'avais perdu mon logement, j'allais me retrouver à la rue au mois d'octobre. Et elle me l'a dit clairement, je le savais, et même elle allait dire, je le respectais. Elle m'a dit, je ne t'hébergerai pas chez moi. C'est-à-dire que Sophie, elle a rejoué l'abandon. À la rue. Ouais, je n'avais pas eu par mon ancien employeur un petit studio. Et donc ça... oui, parce qu'elle a rejoué l'abandon. Ouais. Et donc là, ce que j'avais... réussi à établir avec elle tout s'est écroulé depuis 2 ans, mais effondré. Et là, il y a peut-être quelque chose aussi à construire maintenant. Vous dites vous avez 38 ans, à construire en dehors d'elle, peut-être. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis. Ça peut choquer certaines personnes, mais la seule chose qui m'a fait tenir quand j'étais avec mon père, j'ai eu des sévices, des maltraitances de sa part. En fait, la seule chose qui m'a fait tenir quand j'étais adolescente, c'était de me dire un jour tu l'auras ta famille, Et à 38 ans, je n'ai pas ma famille. Et je vais même aller jusqu'à dire que heureusement que je n'ai pas d'enfant. Parce que je pense le fait de penser que je pourrais ne pas être une bonne mère, ce qui serait pas forcément le cas. Non, c'est ce que j'allais vous dire. Mais le simple fait que ça puisse arriver, pour moi, je ne peux pas prendre le risque. Donc je préfère, je ne peux pas prendre la vie. Mettre la vie de quelqu'un en jeu. Oui, mais Hélène, vous savez, vous avez encore avant d'envie, parce que vous pouvez, vous voyez, encore une fois, vous pouvez, mais je comprends que vous ayez cette peur-là, et vous pouvez le travailler, ça, avec votre thérapeute. Même biologiquement, c'est un petit peu trop tard, mais c'est pas un problème. Je l'accepte. Je l'accepte et même à la limite, c'est même une réussite. Pour moi, c'est une des seules choses que je trouve positives. C'est de pas avoir par égoïsme
ou par pur égoïsme. Oui, que ce soit on m'a dit, mais encore dernièrement, mais attendez, vous pouvez faire un enfant jusqu'à j'ai 42 ans, etc. Mais il y a, enfin bon, voilà. Oui. Non, et puis un enfant, on le fait pas seul. Exactement, ouais. On le fait pas seul. Mais Hélène, vous savez, oui, il y a un auditeur qui envoie un message pour dire que c'est sûrement très douloureux le manque d'amour de mère, mais il y a vous, essayez de consoler la petite fille en souffrance qui est en vous. Votre mère ne s'est pas intéressée à vous, mais elle vous a fait un très beau cadeau qui est la vie. Et c'est vrai, vous avez la vie. Alors après, à vous d'en faire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, puis ce que vous pouvez en faire aussi. Parce que quelquefois, et on l'entend bien dans votre témoignage, c'est que, vous savez, il y a un dicton qui dit quand on veut, on peut. Puis quelquefois, on veut et puis on peut pas. Enfin, quand je dis on peut pas, parce que c'est tellement douloureux, tellement lourd, tellement compliqué que chaque jour qui passe, on se demande comment on va la vivre, cette journée-là. Et c'est ce qu'on entend dans votre témoignage, Hélène. Mais déjà, voyez, vous faites un vrai travail sur vous. Vous allez voir quelqu'un, vous en parlez. Oui, voilà. Donc vous prenez soin de votre vie en faisant ça, Hélène. Vous voyez ? Oui. Vous réparez aussi. Et c'est important, ce soin que vous portez. Et c'est ça qui va vous amener vers une autre lumière, qui va vous amener loin de cette maman. Donc finalement, vous savez, c'est une phrase de la Bible, on dit on quittera son père et sa mère, mais à un moment donné, oui, on les quitte pour faire sa vie. On les quitte physiquement, et puis à un moment donné, il y a un âge où on va vers autre chose. Alors, on peut rester en lien si on est bien dans ce lien-là, et voilà, et ce soir c'est Noël, et il y a plein de familles très heureuses d'être ensemble, mais quelquefois on a besoin de s'en séparer vraiment pour avancer. Alors peut-être aussi que la question est un peu là pour vous aussi. Peut-être qu'elle se pose aussi en ces termes-là, je ne sais pas. Et vous, est-ce que je peux vous poser une dernière question aussi, ou je ne veux pas vous déranger, vous prendre la place d'autres auditeurs? Oui, oui. Je peux vous poser une dernière question? Oui, allez-y, Hélène. Merci. Je voulais vous demander, quand on est profondément suicidaire depuis plus de 20 ans, est-ce que vous pensez que on peut passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la vie? Mais vraiment, c'est un enracinement. Je vous dis oui. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais... Je vous dis oui sans hésiter, Hélène. Oui, bien sûr, je vous dis oui. Mais oui, parce qu'à un moment donné, quelque chose bouge en vous. La vie, elle est faite pour nous bousculer. Alors, elle nous malmène quelquefois, elle nous décentre, elle nous dérange, elle nous fait souffrir, mais elle nous pousse aussi. C'est un courant. Et vous êtes dans ce courant-là aujourd'hui. Et il est très fort, ce courant. De quoi vous croyez qu'on a tous peur? On a d'abord tous peur de mourir. Pourquoi on n'aime pas la solitude? Parce que la solitude, c'est une petite mort pour beaucoup d'êtres humains. Donc, c'est important. Bien sûr, c'est pas parce qu'on a des idées. Parce que l'idée suicidaire, c'est un peu autre chose. C'est l'idée de dire j'en ai assez. Vous voyez, je suis fatiguée de vivre. J'y arriverai pas, je voudrais que ça s'arrête là parce que ça m'intéresse plus, parce que je trouve pas de goût, parce que voilà, c'est la dépression. Mais pour autant, dans cette nuage un peu noir et un peu gris, on y tient à la vie. Bien sûr que si, on y tient terriblement. Et peut-être que c'est ça que vous avez pas encore touché, ressenti. Ah oui, non, jamais, oui. Ouais, mais elle est là. Elle est là et elle vit. Et ce soir, vous nous appelez, ce soir c'est Noël, et vous décidez de nous appeler ce soir. Ça me paraît important, ça. Vous posez un acte, vous voyez? Ça s'appelle un acte. Donc vous avez posé un acte important qui est un acte de vie, un acte de présence. Vous passez à l'antenne d'une radio le soir de Noël. Vous voyez, vous faites acte de présence parmi les hommes sur cette terre. Donc c'est important. Donc je vous laisse avec ça, Hélène. Je vous souhaite un joyeux Noël et pensez bien à ce que je viens de vous dire, à cet acte de présence au monde que vous avez posé ce soir, un soir de Noël. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Bonne nuit, Hélène. Sophie. Et juste remercier aussi un petit clin d'œil à Paul, sans qui je ne serais pas passée à l'antenne. Voilà, qui a reçu votre appel. Exactement. Bonsoir, Hélène. Bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute.
suite, le journal vous est présenté par Anne-Julie Martin. Bonsoir Anne-Julie. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous et joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Certains d'entre vous prolongent peut-être encore le réveillon. Et puis il y a ceux qui ont déjà ouvert leurs cadeaux. C'est le cas de cette famille en Bretagne où sont réunies 4 générations. Pierre-Baptiste Vanzini a passé la soirée avec eux. On y va, maman. C'est le cri du cœur de Lucas, 5 ans et demi. Il est presque sûr d'avoir vu arriver le Père Noël chez les voisins. Il descend vite voir au pied du sapin avec son petit frère. Et c'est gagné, le Père Noël est passé. Et là, les cadeaux. Ils sont là ? Les cadeaux. La distribution commence, les papiers cadeaux volent. Tu veux l'ouvrir ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, C'est quoi les gars ? c'est Docteur Maboule. Alors, il y a les cadeaux qui font plaisir à tout le monde et les autres. Une batterie ? C'est pour faire de la musique ? Oui. Tu es content, Mathis ? Qu'est-ce qu'on dit au Père Noël ? Oui. Mais il n'est pas là, le Père Noël. Il est sympa le Père Noël. Très gentil, oui, pour les parents. Ça va être calme. Alain, le grand-père, regarde la fête. Il est un peu ému. Un moment d'échange, de cadeaux, de sentiments, de plein de choses. Donc c'est un moment privilégié pour ça non, c'est super. L'arrière-grand-père Nicolas, lui, profite juste de l'ambiance. Ça vaut le coup d'arriver à 85 ans pour voir tout ça. Regarde ça un peu. Content, vraiment content. Belle famille. Bon, au prochain Noël. Et après un concert de batterie, genre free jazz, mais vraiment free, les enfants sont allés se coucher. Et c'est le Noël des grands qui a pu commencer. Plouganou, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1. Pendant ce temps, à Rome, le pape débutait la messe de Noël dans la basilique Saint-Pierre. À cette occasion, Benoît XVI a condamné le refus de Dieu dans le monde occidental, ainsi que les violences faites au nom de Dieu. Et puis à Bethléem, en Cisjordanie, on peut admirer un immense sapin de Noël orné de boules de boules rouges, pardon. Il a été dressé devant la basilique de la Nativité, le lieu de la naissance du Christ selon les évangiles. Bethléem, berceau du christianisme, fête ainsi un Noël particulier cette année, puisque la ville a obtenu cette année son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une bonne nouvelle en cette période de fête. Tous les SDF qui ont appelé le 115 peuvent maintenant dormir au chaud. Après un automne très critique où plusieurs centaines de demandes restaient chaque soir sans réponse, le SAMU social a mis les bouchées doubles. Éric Molinier, le président du SAMU social. C'est vrai qu'en septembre-octobre, on avait à peu près tous les soirs 300 à 400 personnes en famille qui ne pouvaient être logées. Qu'aujourd'hui, grâce d'une part à l'ouverture de nouveaux centres d'hébergement d'urgence pour les familles, grâce aussi au fait que la crise étant là et que du coup on trouve des places en hôtel qu'on ne trouvait pas auparavant, on arrive à loger ces derniers jours toutes les familles qui nous le demandaient. On a à la fois des travailleurs pauvres, ces femmes seules avec enfants qui n'ont pas les moyens de se loger à Paris. C'est aussi ces femmes qui sont battues chez elles et qui sont obligées de quitter le domicile conjugal avec enfants et qui se retrouvent à la rue. Bref, ce sont des populations qui sont à l'image de la crise que nous reconnaissons aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est prévu pour le Noël de ces familles-là, justement ? Écoutez, oui, nos équipes sont très sensibilisées parce que ces périodes de fêtes familiales sont particulièrement douloureuses et sensibles. Et on a prévu des cadeaux. Il y a un peu de chocolat, mais il y a surtout des chaussettes, un bonnet, un duvet, bref, des choses toutes simples qui montrent qu'on pense à eux. Des propos recueillis pour Europe 1 par Ève Roger. Le député socialiste Patrick Mennucci réclame une enquête parlementaire sur l'acquisition de titres de presse par Bernard Tapie. Il estime en effet que les conditions de l'opération sont troubles, une odeur de carambouille, dit-il. Malgré ses dénégations, l'homme d'affaires est soupçonné de vouloir se servir de ses journaux, notamment La Provence, comme tremplin pour un retour en politique. Les suites de l'affaire Cahuzac et cette affirmation de Michel Gonel. Pour l'ancien élu de Lot-et-Garonne, il n'y a que peu de doute, l'auteur de la fuite est certainement Jean-Louis Bruguière. L'ex-juge aurait fait circuler la bande-son que s'est procurée Mediapart et où il est question d'un compte en Suisse. Les explications de Pierre de Cossette. Michel Gonel ne croit pas Jean-Louis Bruguière quand l'ancien magistrat affirme qu'il a bien eu entre les mains cet enregistrement mais qu'il ne l'a pas écouté
et qu'il l'a même détruit. En 2007, Bruguière est candidat aux législatives dans le Lot-et-Garonne. C'est à ce moment-là que les deux hommes se croisent, relation de confiance. Michel Gonel transmet à Bruguière un CD du fameux enregistrement, mais il le soupçonne aujourd'hui de l'avoir éventé, au point que Mediapart, en bout de chaîne, en soit destinataire. Je n'imagine pas qu'il l'ait communiqué directement, mais qui sait dans quelle main il l'a mis pour que finalement ça parvienne où c'est parvenu. Voilà. Je lui ai donné cet enregistrement parce que j'avais confiance en lui, en raison de sa qualité professionnelle, et je voulais qu'il me donne son avis sur la valeur que ceci pouvait avoir, et je lui ai remis pour qu'il me le restitue, ce qu'il n'a pas fait. Il dit qu'il ne l'a pas écouté et qu'il s'est empressé de le détruire, considérant que c'était contre son éthique. Ça prête à sourire parce que tous ceux qui l'ont vu faire campagne dans le Lot-et-Garonne, avec ses gardes du corps, sa voiture blindée, son téléphone satellitaire, doivent se dire que son éthique n'était pas sa principale préoccupation quand il était candidat. Michel Gonel, lui, affirme toujours posséder une version, mais jure qu'il ne l'aurait jamais fait filtrer. Mes rapports avec Cahuzac sont bons, promet-il. Il tient malgré tout cet enregistrement à disposition de la justice. Dans l'actualité également, la Syrie, où les rebelles ont abattu un avion de guerre dans la province de Hama. Dans cette province également, des djihadistes ont pris le contrôle d'une grande partie d'une localité alaouite, la minorité religieuse de Bachar al-Assad. Le président a rencontré pour la 3e fois ce lundi l'émissaire international Lakhdar Brahimi. Ce dernier lui a fait part de ses inquiétudes, mais toujours rien de concret à l'issue de cette rencontre. C'est confirmé, les Français vont intervenir au Mali prochainement. Déclaration du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, mais cela ne signifie pas qu'elle va entrer en guerre. Il s'agit ici d'un soutien indirect. Didier François. Le rôle de la France dans cette affaire consistera à organiser la formation de l'armée malienne, sa restructuration, afin que, un peu plus musclée puis consolidée par un contingent militaire de l'Union africaine, une force d'environ 2500 hommes, elle puisse à terme libérer le nord du pays des groupes islamistes qui l'occupent. Alors donc, quand le ministre de la Défense parle d'intervention au premier semestre 2013, il faut comprendre déploiement d'une équipe de 400 militaires européens, 250 instructeurs et 150 soldats pour leur protection, le tout commandé par un général français. Si tout se passe comme prévu, ce déploiement au Mali devrait avoir lieu au mois de février 2013. L'instruction des troupes maliennes commencera dès le mois de mars, avec pour objectif d'avoir formé d'ici l'été 6 bataillons de l'armée malienne, environ 3000 hommes, qui seraient prêts à agir à l'automne 2013. Didier François. Elisabeth II en 3D, la reine d'Angleterre innove. Son traditionnel message de Noël a été enregistré pour la première fois en 3 dimensions. Dans son allocution qui sera diffusée ce 25 décembre, la souveraine rendra hommage aux athlètes du monde entier. Et on finit avec la météo, avec une journée de Noël qui s'annonce plutôt grise et pluvieuse. Les averses recouvriront la quasi-totalité du pays dans l'après-midi. Les températures, il fera 10 à Lille, 12 à Paris, 11 à Châteauroux, 11 à Bordeaux également, 8 à Dijon ou encore 13 à Marseille. C'est la fin de ce journal. Il est minuit 8. Passez un très bon Noël sur Europe 1. Je vous laisse en compagnie de Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et toute l'équipe dans le studio se joint à moi pour vous souhaiter un très très joli Noël. Un Noël doux, un Noël de paix pour trouver la paix dans votre cœur. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous les émotions et les pensées qui vous traversent ce soir dans la solitude de la nuit, de cette nuit de Noël. Pour nous rejoindre, vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS
au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'europe1.fr. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice en direct dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec Jeanne au standard et Fabrice à la réalisation. Et puis avant d'accueillir Agathe, je voulais dire un grand merci et vous souhaiter aussi un joli Noël à tous ces messages qui nous arrivent, à Vincent qui se sent seul ce soir, à Anne et Catherine, à Laïka qui travaille et qui souhaite un bon Noël à tous ceux qui travaillent, et puis également un message de Géraldine qui ce soir se sent également très seule et qui est là à nous écouter avec nous et qui dit qu'elle se sent plus proche de nous tous là, qui nous lui sommes inconnus, mais elle dit et je me sens plus proche que de ma propre famille ou des gens que je côtoie. Alors merci d'être là. Merci à vous Géraldine pour votre très joli message. Et puis un message également pour Hélène que nous avions juste avant le journal. Hélène, si vous nous écoutez encore, voilà, il y a Valérie qui vous dit que voilà, elle a apprécié, elle a été très touchée par votre histoire et pensez que vous faites partie de la famille des femmes. Hélène, voilà, un joli Noël à vous et merci Valérie pour votre message également. Agathe, vous êtes là ? Je suis là. Oui, bonsoir Agathe. Sophie, très bon Noël à vous aussi. Oui, bon Noël Agathe. Alors, moi, je voulais souhaiter à tous les auditeurs et leur donner un message d'espoir, car je reviens il y a 1 heure de Noël des isolés dans mon quartier. Oui. J'habite à 140 km de Paris. Oui. Quartier, oui, un petit peu étendu au-delà de mon quartier, où des gens de toutes confessions confondues se joignent à nous, et j'étais bénévole. Oui. Où on avait 80 personnes ce soir, on était une vingtaine de bénévoles, où il y a une messe pour ceux qui veulent, sinon on arrive un peu après. Après il y a une animation qui était faite quand même par des personnes de 82 ans pour l'homme qui jouait de l'accordéon et sa femme de 79 ans, donc génial, c'est ce que je veux dire. Et puis après un dîner où j'étais un peu fatiguée parce que j'étais arrivée à 2h cet après-midi, donc ça s'est fait long, et où je me suis mis à une table à un moment pour me reposer, et j'ai parlé avec des jeunes, plutôt des jeunes, qui avaient tous eu des beaux métiers, mais dont un de 15 ans d'âge dans la même boîte, mais licencié, et depuis ils galèrent. Oui. Avec des enfants à charge. Donc pour vous dire que c'était extrêmement convivial, que moi aussi je galère. Ça fait plus de 10 ans que je galère parce que je suis seule avec mon fils. Et c'est moi qui ai choisi cette année, alors que je devais l'avoir pour Noël, de faire ça parce que je voulais recevoir mon petit salaire qui complète mon chômage pour qu'on ait un petit truc plus sympa le 31. Mais c'est super ces dîners parce que j'ai beaucoup parlé avec ces gens qui étaient autour de cette table, mais ce sont des messages extraordinaires. Et honnêtement, alors il n'y a pas que les isolés. Il y a aussi au 31, et je pense que c'est dans toutes les régions pareil, le Secours populaire qui fait ça. Oui. Donc c'est vraiment, ils sont invités. Donc c'est les quartiers qui font ça. Ils sont invités. Il y a une liste. Il faut simplement demander comment ça se passe. Oui, oui. Voilà. Mais c'est super. Ils passent tous un moment. Alors ce soir, il y avait des gens là où j'étais à cette table qui ne mangent pas régulièrement. Alors, il y en a dont une femme qui me disait, oh là, je mange trop. Écoutez, demain, j'aurai peut-être beaucoup moins, donc profitez-en. Ouais, mais vraiment très contents, souriants, et alors que ce sont des gens qui galèrent toute la journée. Mais c'est donc bien. Vraiment, il y a plein de choses, et c'est vrai que dans les mairies, il faut lire. Ouais. C'est comme le Pôle emploi, il faut pas hésiter à aller dans les mairies et puis demander ce qui se passe au moment de Noël. Bon, là c'est un peu tard, bien que ça dépend. Hein, si les personnes qui sont seules se lèvent tôt le matin, et pour le 31, je vous dis, on m'a parlé du Secours populaire, il y a plein d'associations, parce que je l'ai en tête, hein, mais il y a plein d'associations qui font ça, et pourquoi pas. Vous avez raison Agathe, c'est bien parce que souvent les gens qui sont seuls comme ça, un soir de Noël, un soir de 31, ont
reste chez soi en pensant que personne ne nous attend et de partager comme ça un moment, une date, une réunion importante avec des tous ensemble dans du bénévolat, dans de l'associatif. On recrée du lien, du vivre ensemble. On célèbre le vivre ensemble. Et c'est important. Quand j'en parle à mon fils me dit toujours, mais maman, pourquoi tu fais ça ? Il a quel âge ? Il a 19 ans. Oui. Mais bon, il est séparé je lui séparé de mon mari depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fera 11 ans cet été. Et il y a des tas de choses que son mari et son père ne fait pas et que moi je fais. Ouais. Même s'il y a des moments très difficiles parce que j'ai pas une vie facile. J'ai une famille très compliquée avec un héritage qui dure depuis 32 ans, depuis la mort de mon père. Donc je suis en plein dedans, le tribunal est là aussi. J'ai plein de galères. J'ai un tout petit pécule financier par mois. Je vous dis, je complète mon travail, mon chômage me complète le petit boulot que j'ai actuellement, mais je vais bientôt avoir 62 ans et je suis obligée de continuer pour ma retraite. Mais bon, il y a des moments qui sont très durs pour moi, mais ces moments-là, surtout Noël, qui est une fête en principe de famille, quand on peut le faire, j'arrive pas à dire ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Aller dans une mairie, demander des adresses, c'est pas grand-chose. D'abord, ça permet de sortir de chez soi. Mais pour du bon. Mais oui, voilà, c'est finalement. ça qui est sympa. Oui, je peux vous dire que ces gens-là, il y en avait qui étaient complètement des gens infirmes, mais des gens. Il y en avait un qui riait tout le temps, donc très malade psychologiquement. Mais il était là. Finalement, on a ri avec lui parce que il avait un rire nerveux, mais on riait. Et on s'est tous dit, mais finalement, on a pas ri comme ça depuis des années. Ouais. Et parce que son rire était là et que même s'il riait bêtement, il était avec nous, autour de nous, et il ne faisait que communiquer son rire, quel qu'il soit, et c'était sympa. Ils ont tous très bien mangé. Il faut s'inscrire. Et je vous dis, c'est pas grand chose, mais les gens sont tellement contents d'être avec nous. Que ça vaut vraiment le coup, une fois de temps en temps, de passer un petit moment agréable, surtout au moment de Noël et du 31 décembre, c'est la même chose. Parce que tous les gens qui sont seuls et qui ne peuvent pas s'offrir des repas, là, c'est offert. Et puis, vous voyez, Agathe, vous illustrez très bien ce que je disais à une auditrice tout à l'heure qui passe à l'antenne. C'est qu'est-ce qu'on fait finalement à chaque moment de notre vie, on a un choix. On a le choix de poser un acte, une action, et d'être dans la responsabilité de l'acte qu'on pose. Et vous, ce soir, vous avez posé un acte, vous voyez, Agathe. Et un acte, finalement, vous vous rendez compte qu'en agissant, c'est dans l'action qu'on peut se faire du bien. On fait du bien aux autres, bien sûr, vous avez fait du bien aux autres et Sergio là envoie un message pour dire chapeau et merci Agathe, vous êtes une bien belle personne et puis vous faites du bien à vous en faisant du bien aux autres. Vous illustrez très bien ça, Agathe. Je vais vous dire, demain, je déjeune chez des personnes âgées que j'ai connues par rapport à un travail que j'avais avant, qui sont des personnes qui sont très seules et pourtant qui ont eu des enfants, mais voilà. Eh bien, ce sont des personnes que j'aime énormément. C'est pas du tout ma façon de vivre, mais je vais chez eux et je suis ravie. Je leur emmène un petit cadeau parce que ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ouais. Et vous voyez, ils m'attendent comme le bon Dieu, si on peut dire ça, mais vraiment c'est sympa. Et je trouve que c'est des moments qui doivent être partagés parce que c'est vraiment cette fête-là. C'est surtout Noël. Pour moi, c'est Noël, c'est mieux que le 31 décembre. Oui. C'est une fête qui doit être partagée et il y a des gens autour de nous qu'on ignore et qui seraient tout à fait d'accord pour partager, mais on oublie qu'ils sont là. Oui. Alors, vous voyez, il y a un auditeur qui envoie un SMS pour vous remercier pour l'info, parce que sans doute une auditrice, elle dit qu'elle ne sera sans doute pas seule pour le Nouvel An grâce à vous, parce qu'elle va faire la démarche que vous proposez. Mieux. Si ça peut rendre service, tant mieux. C'est super important. Oui. Et vous voyez, Agathe, vous illustrez ce que je disais en introduction de l'émission, c'est que souvent on se sent seul parce qu'on attend d'être aimé, alors que le chemin de maturité de vie nous conduit à aimer bien plus que d'être aimé.
aimé. Et c'est ça que vous illustrez admirablement, Agathe, ce soir. Et c'est un beau témoignage. J'ai quand même eu un parcours familial avec 2 suicides chez mes frères et sœurs, plus de parents, une belle-mère qui nous a emmenés au tribunal. Donc, j'ai un parcours pas évident du tout. Je galère avec mon fils depuis des années parce que j'ai des petits revenus, mais ça m'est égal. J'avance et je travaille dans une école primaire à près de 62 ans. C'est crevant parce que je suis toujours debout. La cantine, la cour de récréation, l'étude du soir, mais c'est génial. Même pour pas chipette, mais c'est génial. Je sors, j'ai une activité professionnelle, j'ai mon petit salaire de misère, mais il est là. Et c'est les enfants, et voilà, c'est merveilleux. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut... puis Noël, c'est superbe, Noël. Oui, Agathe, vous voyez, vous avez fait quelque chose de votre souffrance, des difficultés que vous avez traversées. Que je traverse encore. Parce que et que vous traversez encore. Mais vous faites, vous êtes dans l'action. J'ai pas le droit pour mon fils, je n'ai pas le droit de l'emmener à ce que je ne souhaite pas pour lui. Et comme je suis la seule, parce que son père ne travaille plus depuis longtemps, parce qu'il est à la retraite, il n'a pas travaillé depuis 15 ans, eh bien, malgré tout, le peu que j'ai, il se rend compte que c'est partir tous les jours, c'est passer du temps en dehors de la maison. Il habite Paris maintenant parce qu'il est dans un foyer, il fait une école, mais il est tout le temps avec moi. Tout le temps, il revient tous les week-ends. Il ne peut pas se séparer de moi. Donc, vous voyez... vous êtes un bel exemple, hein. Vous êtes un bel exemple pour lui. Oh, je ne sais pas, parce que bon... si, c'est important. Non, mais c'est important de faire... Il y a des moments où c'est très dur pour moi, mais bon... mais il le comprend aussi, j'imagine. Je pense qu'il a fait un petit pas cette année, c'est vrai. Mais bon, il y a plein de choses pour les gens qui sont isolés et qui sont seuls, surtout pour Noël, qu'ils y aillent, c'est sympa, et ils verront que finalement, même pour le 31, un petit moment de joie à partager, c'est génial et ça fait du bien. Merci Agathe pour votre très beau message d'espoir et merci d'avoir appelé. Bon Noël. Merci d'avoir partagé votre belle énergie avec nous ce soir. On en a tous besoin. Merci à vous. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bonsoir à vous. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Jingle Bells, Michael Bublé et The Puppini Sisters. Et puis, on a une très très douce pensée ce soir pour vous, Poupig. Je viens de recevoir votre message qui nous dit que votre maman est morte ce soir. Écoutez, on est très fort avec vous en cette soirée de Noël. J'espère qu'elle est partie bien, doucement, que vous avez pu vivre ce moment important avec elle. En tout cas, toute notre chaleur, toute notre tendresse ce soir, Poupig, va vers vous. Et puis Laura voudrait vous remercier, Agathe, parce que la plus belle chose qu'elle a entendue ce soir, dit-elle, elle dit « Je sais pas où je vais, mais j'y vais ». Et merci pour ça, Agathe. Alors merci encore, Agathe. Et puis j'espère aussi que votre jolie énergie aura fait du bien ce soir à Poupig. Christine, vous êtes là ? Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir Christine. Là, vous êtes avec nous. Je vous écoute. C'est difficile. Voilà. C'est parfois dur de commencer. Oui. Bon, si je vous appelle après tant de mois, voire d'années de souffrance, c'est que c'est vrai que c'est plus dur quand c'est la période des fêtes, que vous vous sentez lâché, quoi. Oui. Voilà. C'est toujours comme ça au moment des fêtes ou c'est ce Noël-là en particulier ? Plus précisément, mais l'anniversaire aussi. Oui. 65 ans, effectivement, c'est pareil. Mon mari ne me les a pas fêtés de façon intentionnelle pour me faire souffrir. Là, j'ai 70 ans. On s'est mariés en décembre 68. On s'était connus, on avait 14 ans. 17 ans, c'était vraiment l'amour, quoi. Deux jeunes, très purs, très beaux, très platoniques. Et puis, ensuite, mon mari est parti faire ses études à Rennes. Et moi, j'ai connu d'autres copains. Bon, il était, lui, toujours très, très amoureux de moi. Moi, plus du tout. Il ne me plaisait plus du tout. Mais bon, il y a eu la pression familiale, la pression des amis. Je me suis mariée avec un homme pour qui je n'éprouvais plus de désir.
D'amour non plus. Mais bon, je l'avais aimé, donc je me disais ça reviendra. Très vite, je me suis retrouvée maman de 2 enfants. J'avais 25 ans. Mon mari poursuivait ses études de médecine. Et voilà. J'étais pas heureuse du tout, pas épanouie. Qu'est-ce qui vous a poussé à épouser un homme que vous n'aimiez pas, Christine? C'était plus le même homme du tout. Mais vous êtes restée 43 ans avec lui, voilà. vous dites? Donc c'est une vie de souffrance. Oui. Consacrée à lui pour qu'il se réalise dans sa profession. Et pour vous oublier, vous? Et j'avais mes 3 enfants. Donc j'étais à son service et au service de mes enfants. Mais... Et pas au vôtre? À l'époque, il m'était relativement... Et reconnaissant. C'était, donnant-donnant. Il travaillait vraiment à fond. Il est devenu cardiologue, donc une très belle situation, une énorme clientèle, un feeling extraordinaire avec ses patients. C'est ça qui est totalement incompréhensible pour moi, parce que mon mari, là, avec moi, il était incapable de s'ouvrir. Il souffre. Bah oui, mais si vous l'aimiez pas, Christine, c'était peut-être difficile pour lui de s'ouvrir. Vous voyez, c'est un couple qui partait sur un drôle de chemin. Exactement. Exactement. Il a senti certainement. Bah oui. Parce que, vous voyez, vous étiez peut-être pas non plus dans une relation, ça se co-construit à 2. Vous voyez, on est 3 dans une relation. Il y a vous, il y a lui et il y a la relation. Oui, tout à fait. Et c'est pas la même chose, et quelquefois on peut être une personne très différente par ailleurs, et puis dans une relation, ça fonctionne pas parce que les deux, il y a un truc qui va pas, quoi. Et nous deux, il y a un truc qui va pas. Bah oui. Et ça fait toutes ces années que ça ne va pas. Mais oui. Et bon là. Mais vous parliez, vous communiquiez dans ce couple un peu? Vous avez dans toutes ces années? Je vois comment il fonctionnait, donc au départ... Vous êtes suradapté, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Lui, c'était, vous savez, un petit peu comme à l'ancienne. Hein. Ouais. Âgé, mais vous voyez, c'est le bon père de famille, le bon mari, qui doit avoir une bonne situation pour, voyez, que sa famille ne manque de rien. Et là, il s'est réalisé, voilà. Et il se sentait fort, là. Mais ça devait sans doute... Vrai, et c'est vrai, Sophie, qu'en plus... Moi, je l'ai vu changer, et quand il s'est installé, il avait quoi, 31, 32 ans. J'ai vu cet homme-là redevenir vraiment un homme très attirant, parce qu'il devenait sûr de lui à nouveau, physiquement, même il devenait beau. Pas, à nouveau, il pouvait m'attirer, même si encore il avait ce caractère taciturne parfois, renfermé, soupolé. Mais bon... ça fonctionnait quand même. Et puis voilà, il s'est passé pour lui, alors la catastrophe. En 76, j'ai rencontré quelqu'un sur une plage. Comme vous comprenez, j'étais pas épanouie du tout dans mon couple. Et voilà, j'avais 30 ans. Et puis, je me suis laissée embarquer dans une histoire totalement sans issue. Et ça a été la catastrophe, quoi. Depuis, mon mari, il me l'a dit, il me le répète depuis toutes ces années. Tu m'as brisé, tu m'as cassé, t'as plus rien à attendre de moi maintenant. Tout est fini depuis là. Mais il n'est jamais parti. Il est resté là en me disant, je suis là pour les enfants. Et vous en êtes où aujourd'hui, Christine, dans toute cette histoire? Bien, j'en suis où c'est l'horreur, quoi, parce que bon, on est toujours ensemble. Mais moi, ce que je sais que je dois être forte et prendre la décision de la séparation. Parce que là, maintenant, bon, j'ai un fils qui vit au Japon, donc on voit très peu. J'ai une fille elle est professeure en Normandie, on la voit très peu. Et j'ai ma fille autrement à Paris. Donc je vis avec mon mari, je vis avec mon chien. Et nos rapports, lorsque nous sommes ensemble, il est tout le temps de mauvaise humeur. Il crie en voiture, il crie sur tout le monde, il crie sur moi. Enfin, Christine, est-ce que vous pouvez, parce que quand même après 43 ans de vie commune, voilà, avec cet homme et à l'âge que vous avez, envisager une séparation, ça peut être un grand traumatisme pour vous. Est-ce que vous pouvez plutôt envisager de parler, j'ai envie de dire d'adulte à adulte avec votre mari? Vous avez peut-être l'âge pour faire la paix et pour
porter un regard sur votre chemin, sur votre histoire, communiquer. Ça me paraît important là de communiquer, parce que voilà, vous allez le quitter pour vous retrouver seul après 43 ans. Enfin, vous allez vous créer à tous les deux sans doute un immense traumatisme. Alors vous avez tenu toutes ces années, vous avez quand même construit une famille, voilà, 3 enfants, 6 petits-enfants. Peut-être ne pas en rester à ce conflit permanent. Peut-être que la parole est possible, non, entre vous? Avec moi, la parole est possible. Je demande cela depuis des années. Il s'y refuse totalement. Parce que dernièrement, en 2007, il a eu une aventure, comme on dit. Et je vous cacherai pas que moi, j'en ai eu une en 76. Après, il en a eu une en 87. Oui, mais ça peut être la vie d'un couple, ça, Christine. Ensuite, vous voyez? Oui, mais bon. Etc., etc. Mais moi, tout allait bien depuis ces années 2000. On était vraiment... Je n'avais pas eu... Donc, vous aviez trouvé un équilibre. C'était oui. Il ne voulait plus d'intimité avec moi parce que je pense qu'il est arrivé à un âge où, vous savez, le taux de testostérone avait baissé, il avait moins de libido, etc. Mais on avait des rapports, je sais pas, on s'entendait bien, quoi, vraiment bien. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Une file à allumer, quoi. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est le mot. Une file à allumer. Mais aujourd'hui, il est toujours dans cette histoire? Pas du tout, pas du tout. Bon, alors, ok. Il est juste parti voir, là aussi, être cru, ce qu'il valait encore sur le plan sexuel. Bon. Donc voilà. Aujourd'hui, vous êtes donc dans l'agacement, on va dire, dans le conflit. C'est difficile de vous parler. Peut-être qu'il y a parce que vous dites, moi j'attends que ça, qu'on se parle, c'est lui qui veut pas. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir la discussion. Je sais pas comment. Comment vous vous adressez à lui quand vous souhaitez provoquer une vraie discussion sur les vraies choses de votre couple? Comment vous faites aujourd'hui? Non, avant de parler de lui, vous faites comment? Je voudrais savoir comment vous faites vous. J'ai tenté effectivement plusieurs fois, j'ai tout essayé. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous lui dites? Au début, après cette histoire, pendant 2 mois, j'étais vraiment déprimée, j'étais excessive, mais après, je me suis vraiment calmée, quoi. Mais il accumulait les bourdes sans arrêt. Cette fille se pointait à son cabinet. Non mais ça, Christine, c'est l'histoire ancienne. Vous voyez, vous êtes encore dans le passé. Là, on est en train de parler du présent. J'essaie de positiver, je lui ai dit. Tout ça, c'est le passé. Il m'a dit, tu ne me pardonneras jamais, c'est pas la peine, tu ne me pardonneras jamais de toute façon. Bon, il faut savoir qu'au départ, c'est un taiseux. Il ne veut pas parler, il ne veut pas communiquer. C'est un homme qui, lorsqu'il rencontre des problèmes, et surtout d'ordre affectif, que ce soit avec moi ou ses enfants ou ses frères, etc., il se referme complètement, il ne peut plus parler, il prend sa guitare ou il prend son iPad et il coupe totalement le dialogue et il devient très violent par la parole lorsque j'essaie de l'approcher en lui disant, écoute, viens, on peut parler, dis-moi ce qui va pas. Oui, mais alors Christine, si vous le voyez, si c'est une injonction, c'est-à-dire si il est dans la contrainte de viens, on va se parler, qu'est-ce qui va pas, vous voyez, vous lui tendez le micro, on va dire, puisque j'ai un micro en face de moi, mais Christine, c'est peut-être juste par la présence quelquefois qu'on peut déclencher la parole chez l'autre, vous voyez, sans brusquer les choses. Il y a une présence peut-être à développer avec lui, une autre forme de présence. Vous savez, dans une relation, dans un couple, c'est un peu un système. Quelquefois, il suffit de changer de posture, de position, de changer vos lunettes, la façon dont vous le regardez, et lui, il va le sentir, et peut-être que là, il va sentir qu'il est possible de s'ouvrir. C'est pas tenter, parce que là, la façon dont vous me le décrivez, c'est mais parle-moi, mais qu'est-ce qui va pas? Alors là, si quand je vois que
Si vous voulez, par exemple, non, moi je sais pas. Voilà, ça c'est relativement récent. Ça fait peut-être un mois. Il a dû partir à Paris seul pour s'occuper de notre petite fille. Et moi, j'étais à la maison puisque j'ai un chiot et je devais garder mon chiot. Bon, écoutez, Sophie, je me suis sentie revivre. C'était une semaine de béatitude pour moi. Pourquoi ? Je sais pas. J'allais au-devant des gens, j'avais des contacts chaleureux, j'étais plus bloquée, j'étais libérée, je me suis sentie bien. Alors Christine, vous êtes en train de me dire que vous vous sentez d'attaque pour affronter une vie plus seule. Ouais, je pense, oui, parce que là, il est... C'est pas la même chose d'avoir un mari loin, absent pour quelques jours, dont on sait qu'il est dans votre vie, que de se retrouver du jour au lendemain, tout seul chez soi, en sachant qu'il n'est plus dans votre vie. C'est pas la même chose, Christine. Donc là, on va pas prendre une décision ce soir à l'antenne. Ce qui paraît important dans la décision que vous avez envie de prendre ou la question que vous vous posez sur votre couple, c'est de bien regarder, vous voyez, dans quelle situation de vie vous êtes aujourd'hui et quelle serait cette situation si vous prenez une certaine décision. C'est pas parce que vous vous sentez bien parce qu'il est parti quelques jours. Ça, c'est dans tous les couples, c'est des choses qui existent. En revanche, une vraie séparation, c'est se vivre comme seul, comme détaché. Et après 43 ans, ça peut être un peu difficile. Donc, c'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère. Je sais pas. Donc réfléchissez bien. Je vous laisse y réfléchir avec, voyez, avec ces éléments-là, parce que c'est comme ça que ça se réfléchit. Ça se réfléchit pas en se disant il est parti quelques jours. Finalement, qu'est-ce que je me sens libérée, qu'est-ce que je me sens bien. Oui, là vous reprenez de l'énergie et de la ressource, mais c'est pas pareil que se retrouver séparé ou divorcé, et de recommencer un autre chemin de vie. Mais je pense que lui, que vous avez. Il a vraiment... Parlez-lui avant de faire les questions et les réponses. Parce que là, vous êtes dans la supposition. Et supposer... Il ne répondra pas. Il me laissera prendre... Mais vous décidez. Vous voyez, quand je vous parle... Alors, je ne sais pas... C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous êtes comme ça avec votre mari. Mais si avec votre mari, vous faites comme avec moi, c'est-à-dire que vous faites les questions et les réponses, il ne peut pas parler. Vous voyez ? Ouais. Donc laissez-lui un peu de place pour qu'il puisse s'exprimer, Christine. Laissez-lui un peu de place. Peut-être que vous verrez qu'il va vous parler, cet homme-là. Bon courage, Christine. Bon courage et bon Noël. Au revoir, Christine. Noël à vous. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h, sur Europe 1. Bonsoir, Charlotte. Oui, bonsoir. Voilà, je voulais vous parler justement de la solitude, du 24 décembre. En fait, voilà, c'est la première fois que je me retrouve toute seule. Je suis infirmière en restant personne âgée. Et donc, j'ai quitté mon travail à 21h30 avec des gens qui n'étaient pas très bien, qui étaient en fin de vie et tout ça. Et donc, ce soir, c'est vrai que c'est assez, comment dire, assez pénible. Assez pénible de laisser les gens dans leur souffrance. Ouais. Là, en quittant votre travail ce soir, c'est ce que vous avez ressenti, Charlotte ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Des gens en fin de vie, on ne sait pas, peut-être que la nuit, ça va mal se passer. Et donc, c'est vrai, c'est la première fois que je me retrouve seule le 24 décembre, parce que mon ami est parti avec ses enfants en Bretagne. Et en fait... c'est vrai, il y a tout ce cumul de ces 12 heures passées avec les gens qui sont pas bien en résidence personnes âgées. Et en fait, je me dis, est-ce que j'ai fait assez de choses pour eux ce soir ? Est-ce que vous faites assez de choses pour eux ? C'est ça, Charlotte ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait le maximum. Mais oui, Charlotte. Et en fait,
enfin, moi je pensais que le fait de me retrouver le 24 décembre seule, ça allait être nickel. C'est la première fois. Ouais. Et en fait, moi je me dis que mon ami et ses enfants, parce que nous sommes une famille recomposée, je n'ai pas d'enfants, j'ai 40 ans, je n'ai pas eu d'enfants, et je me dis, je me culpabilise un peu d'avoir laissé ces gens-là tout seuls. Mais bon, en même temps, je terminais mon travail à 21h. Oui. Et donc, je me dis, les enfants sont au courant de la finalité des parents. Oui. Et en fait, je me dis, mais est-ce que j'ai fait assez de choses aujourd'hui ? Bah oui, Charlotte, mais c'est très touchant et très joli votre questionnement et votre message. Mais vous avez fait beaucoup. Vous faites votre métier d'infirmière qui est déjà difficile. Oui. Et vous voyez, Charlotte, vous avez un métier qui est d'autant plus exigeant et difficile que vous portez beaucoup. Alors, ne cherchez pas à porter encore plus, parce que porter plus, ce serait sans doute aussi moins bien faire votre métier, dans le sens où après c'est vous que vous reperdez de l'énergie. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression de m'épuiser dans ce travail, parce que je me dis je les laisse là, mais d'un autre côté. Mais ce sont pas vos enfants, Charlotte. C'est pas les enfants que vous n'avez pas eu ou pas, vous voyez. Oui, ce sont des malades. C'est votre métier qui est un très très beau métier. Et dans toutes les relations d'aide, quelles qu'elles soient, il y a une distance, mais une distance saine. Vous voyez, une distance qui permet de soigner, une distance qui permet le soin avec l'autre, parce que sinon on est dans la fusion. Et si vous êtes dans la fusion, vous êtes à la place de l'autre, vous voyez, et vous portez pour l'autre. Et c'est un peu comme si vous leur donniez pas la confiance et la force qu'ils vont savoir faire aussi sans vous. Ils vont savoir faire, parce que vous leur avez tout laissé ce soir. Vous voyez, les médicaments qu'il fallait, le soin qu'il fallait, vous les avez chacun visités. Vous voyez, vous avez été présente. Oui, bien sûr, mais je me dis là, je me retrouve seule. Je me dis, est-ce que j'aurais pu faire plus ? C'est ça également. Mais et ce serait quoi plus ? Tiens, Charlotte, qu'est-ce que ce serait plus ? Ce serait plus de présence. Et alors, vous ne rentreriez pas chez vous, vous reposer, vous nourrir, vous détendre, vous voyez ? Oui, c'est ça. Ça marche pas. Mais oui, Charlotte, parce que vous pouvez pas emmener vos malades avec vous chez vous, et puis si vous prenez pas un peu de repos, un peu de ressources, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur donner après à ces malades ? Vous pourrez plus. Vous voyez ? Il est important votre repos, parce que votre repos, c'est ce qui vous permet de donner. Oui, tout à Donc fait. plus voudrait dire du moins finalement. Parce que si vous donnez plus, alors après ce sera du moins. Parce que vous allez vous épuiser. Oui. Vous voyez ? Alors vous avez tout fait bien, tout donné. Vous voyez, c'est sans doute que vous êtes dans une espèce de sorte de conflit de loyauté là. Vous voyez ? Est-ce que j'étais assez loyale envers eux ? Oui. Oui, parce que moi, en fait, mon ami est parti avec ses enfants, donc en tant que famille recomposée. Et vous vous sentez un peu inutile là ce soir. Oui, tout à fait. Oui. La solitude vous pèse parce que vous dites là je fais quoi ? J'ai pas d'enfants, une famille à m'occuper, j'ai plus de malades à m'occuper, puis il y a vous, Charlotte, ce soir. Il y a vous. Oui. C'est formidable. Il y a vous. Oui. Et vous êtes drôlement importante parce que vous êtes importante pour eux. Vous voyez ? Et pour que vous soyez importante pour eux, il faut que vous soyez importante pour vous. C'est comme ça que vous allez être dans le meilleur service pour eux. Donc là, c'est un moment juste à vous, vous voyez, dans cette nuit de Noël, un moment où il faut que là, chez vous, quand on sera quitté, vous trouviez quelque chose à faire. Alors, je ne sais pas si c'est lire, écouter de la musique, regarder un film, vous coucher. Vous m'écoutez, voilà. Mais vous voyez, voir un film, voilà. Mais faire quelque chose qui vous fait plaisir. Ce soir, c'est ça qui est important, Charlotte. Oui. Vous voyez, c'est prendre soin de vous, là. Oui, c'est ça, parce que je me sens la culpabilité de les avoir laissés, mais en fait, en même temps... Vous avez fait votre travail, Charlotte ? Oui, mon travail, je l'ai quitté à 21h30, une demi-heure après mon emploi du temps réel, et je me dis, mais qu'est-ce
que je vais faire, ça m'ennuie, ça me... Comme si vous étiez pas assez bonne, vous voyez, entre guillemets, comme si vous deviez vous culpabiliser. Mais alors, il y a quelque chose, vous savez, Charlotte, qui est très intéressant dans la culpabilité. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle la toute-puissance. C'est quand on se sent coupable, on se sent coupable parce qu'on pense que on peut tout faire à la place des autres, qu'on peut faire mieux, justement, qu'on peut résoudre. Alors, on devient coupable parce qu'on porte une responsabilité qu'on n'a pas complètement. Et on annule l'autre dans la relation. C'est-à-dire que en étant dans cette puissance de faire le bien, et c'en est une, mais à trop être dedans, on finit par se sentir coupable. Et en fait, c'est une culpabilité qui détruit et puis qui finalement vous coupe un peu, vous voyez, qui ne vous porte pas. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a derrière votre volonté de faire encore plus de ce que vous faites déjà très bien. J'ai beaucoup fait de la psychothérapie et donc je me dis je dois pas laisser les gens comme ça, je dois pas. Je dois pas. Oui, comme une injonction. Mais bon, je m'inocule là-dedans et en fait, je ne pense jamais à moi. Ben oui. Et alors, si vous pensez jamais à vous, Charlotte, comment vous allez pouvoir penser aux autres ? C'est important. Vous savez, on est comme on est en lien, on est comme des sortes de miroirs. Le fait que vous alliez bien, par exemple, vous voyez, que vous soyez heureuse dans votre vie. Quand vous arrivez à l'hôpital voir vos malades, vos patients, ils ont votre sourire, c'est leur sourire aussi. Vous voyez, la beauté de votre vie, la force de votre vie, la joie de votre vie, elle est pour eux. Et c'est ça qui est important. C'est tout ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. C'est tout votre petit jardin là que vous cultivez patiemment, qui leur fait du bien. Alors que si vous êtes dans je fais pas assez de bonnes choses pour eux, c'est un peu comme si vous étiez avec vos malades comme dans un rapport d'enfant avec votre maman. Est-ce que finalement avec votre maman, Tout à fait. Vous avez touché le point sensible. Oui. Vous avez l'impression que vous n'avez pas été une bonne fille pour votre maman. Vous n'avez pas fait assez pour elle? Ou vous faites Non, oui, exactement. Il y a ça un peu. Exactement, j'ai jamais été à la hauteur de ce qu'elle aurait voulu être, ce que j'aurais voulu être. Vous voyez, je me perds dans mes mots. Qu'elle aurait ou que vous... Ben oui, mais c'est intéressant là votre lapsus. Qu'elle aurait que vous auriez voulu? D'un côté, ma maman, je l'ai vue il y a pendant 3 jours. Elle m'a un peu raconté sa vie. Maman, elle vient d'avoir 75 ans. Et en fait, elle m'a raconté sa vie pénible avec beaucoup de problèmes financiers, avec mon père qui ne voulait jamais aller plus loin, qui se laissait aller et tout ça. Et donc, je me dis, j'ai une certaine réparation à faire par rapport à ça. Oui. Et peut-être que j'ai choisi ce métier également pour réparer tout ce qui n'a pas été dans la famille. Et pourquoi pas? C'est quelquefois c'est comme ça aussi, qu'on trouve son chemin en choisissant un métier dans lequel effectivement qui a un sens dans notre chemin de vie. Oui, pourquoi pas? Oui, mais est-ce raisonnable? De quoi? De choisir ce métier pour essayer de réparer ce qui n'a pas été dans la famille. Mais on ça perd des fois. Oui, c'est ça. Le danger, c'est pas ce qui est pas raisonnable, si je vais reprendre votre mot, parce que il est juste. Ce qui est pas raisonnable, et vous l'avez dit juste derrière, c'est le risque de s'y perdre, parce que en sauvant des malades, vous voulez sauver votre famille. Mais par contre, ce qui est intéressant dans le choix de votre métier, c'est ce que vous voulez sauver. Voyez en vous de ce qui a été abîmé, de ce que vous réparez finalement. Vous voyez. Tout à fait, en fait, vous êtes dans la réparation. Oui, par rapport aux psychothérapies que j'ai suivies, j'ai bien compris que j'avais des réparations à faire vis-à-vis de ma famille,
On choisit jamais son métier par hasard, mais c'est ok ça, Charlotte. Vous voyez, c'est pas mal ou bien, vous voyez, ou raisonnable, pas raisonnable. C'est le métier que vous avez choisi parce qu'il donne un sens à votre vie et à votre chemin de vie. Par contre, après, la question que ça pose, c'est comment vous le faites ce métier. Vous voyez, comment vous l'exercez. Oui, peut-être trop d'investissement. Exactement, exactement. Et ça, vous voyez, en thérapie, vous pouvez le travailler. Vous voyez, c'est cet aspect fusionnel. Vous savez, ce qui est important là, c'est de trier, Charlotte. C'est-à-dire ce qui dépend de vous, c'est-à-dire ce qui dépend de vous dans le sens de bien faire votre métier, et puis ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui dépend pas de vous, c'est qu'ils aillent totalement bien. Ça dépend pas de vous. Par contre, de faire bien le métier que vous avez à faire, oui, ça dépend de vous, vous voyez. Mais vous n'avez pas la responsabilité ni de les guérir totalement, ni de les laisser une nuit de Noël et qu'ils aillent entièrement bien. Alors, il y a Alain qui voudrait dialoguer avec vous. Alain, bonsoir. Alain, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir. Oui, bonsoir Alain. Alors, vous êtes vous-même... Bon Noël à tout le monde. Bon Noël Alain. Et vous êtes infirmier, en gériatrie. Et vous voulez dialoguer avec Charlotte parce que je crois que vous avez vous-même, vous êtes beaucoup investi également dans votre métier avec tous les risques que ça comporte. Alors, ça fait 22 ans que je suis infirmier. J'ai fait des tas de choses, des tas de services, de la réa, des urgences, du SAMU social et de la gériatrie depuis à peu près 10 ans, j'y suis. Et ce que je veux dire avec Charlotte, c'est que dans tous les postes où je suis passé, je me suis énormément investi. Et je n'ai pas pu guérir les patients que j'avais, des fois. Il faut l'accepter, c'est le métier. Pardon. Mais je me suis aperçu, parce que j'ai eu des graves problèmes de santé, que je m'étais pas réservé de jardin secret. Où mon travail avait trop pris dessus sur ma vie privée, sur mon jardin secret, sur mes passions, sur mes occupations à côté, sur le jardin secret. Je veux dire, j'adore les voyages, j'adore toujours aller au cinéma, tout ça. Et au bout d'un moment, j'allais plus au cinéma parce que mon métier me prenait trop. Et je suis passée au burn-out qu'on appelle dans le métier. Et à un moment, il m'est arrivé des choses assez importantes, graves. Et donc, je dis à Charlotte qu'il est encore temps même si ce soir elle est toute seule, moi aussi je suis tout seul pour ce soir. C'est pas grave. Je me suis mis un film, j'ai un ami qui m'a appelé plusieurs fois. J'ai eu cette chance-là. Elle a la chance d'avoir un ami avec ses enfants, mais demain elle les aura au téléphone pour leur souhaiter bon Noël. Mais qu'il faut que même si c'est un autre soir, pas forcément le soir de Noël comme aujourd'hui, il faut se prévenir, se mettre des garde-fous. Alain. Mettre des garde-fous. Et après, on est meilleur pour les patients. Même, on peut pas en gériatrie, effectivement, même aux urgences ou en réa, j'ai fait des pathogastro, donc c'est avec des greffes, des patients très importants, des pathologies lourdes. On peut pas... Il arrive ce qui arrivera aux patients. On aura fait notre faire métier. De son mieux. Faire de son mieux. Fait de notre mieux. Faire de son mieux, c'est important. C'est vrai, on aura fait de son mieux, pardon, je vous coupe. Mais bon, quand on rentre tout seul et qu'on est seul à la maison, on se remet toujours en question, en fait. Oui, mais on se remet tout le temps en question dans notre métier. Et c'est là qu'il faut faire la différence. Il faut essayer de... c'est facile à dire et difficile à faire. Ce que je veux dire, c'est essayer de sortir en laissant à la porte du service les problèmes. Des fois, c'est pas évident parce des fois, j'ai rappelé le service quelques heures après parce que j'avais oublié un truc ou oublié de dire quelque chose. Je le fais également. Je me dis mince. Mais au bout d'un moment, je rappelle et en fait, moi, je pense que le fait de rappeler, c'est une surprotection par rapport aux patients, aux résidents qu'on laisse. Oui, mais c'est de la surprotection, d'accord. Peut-être pour vous, mais bon, moi j'ai pris du recul. Pardon. Et j'ai pris du recul et je me suis aperçu que ça gênait les collègues aussi en même temps parce qu'on les rappelait. Et puis,
on empiétait sur leur domaine comme si on leur faisait pas confiance finalement. Voilà, c'est une façon d'être encore là alors qu'on est parti. Oui, c'est juste ce que dit Alain. Oui, se dire bon ben voilà, j'ai le pouvoir de vous rappeler parce que j'ai oublié quelque chose. Et donc je vous dis que il ne faut pas oublier. Et vous voyez, Charlotte, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la culpabilité, il y a de la puissance, hein. Il y a une volonté de puissance, une volonté de pouvoir. Et sans doute, c'est ça que vous explique Alain aussi, qu'il faut lâcher. En fait, je me suis aperçu que en restant un peu plus longtemps, discuter même de tout, n'importe quoi avec mes collègues ou les rappelant, je les dominais. D'accord, mais je m'en suis pas aperçu. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on est investi dans notre métier. Vous pensiez que c'est un simple échange et vous vous êtes rendu compte que c'était une surpuissance en fait. Oui, parce qu'il m'est arrivé des trucs graves et donc après, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est pas une retour en fait. Oui, qu'en fait, ce que vous disiez, en fait, il avait bien compris et puis il se demandait pourquoi vous aviez appelé en fait. Oui, voilà. Voilà, je comprends très bien. J'ai appelé tout simplement au début pour vous dire que il faut que vous réserviez un jardin secret et ce jardin secret, il faut le tenir. Oui, merci Alain pour votre appel. Ce que je vous propose, vous savez ce que je vous propose à tous les deux, si vous voulez, c'est qu'on Jeanne va vous donner vos coordonnées, vous remettre en contact parce que vous aviez un bel échange. Merci Alain en tout cas d'avoir appelé parce que je pense que vous avez beaucoup aidé Charlotte ce soir. Merci Alain. Et c'était important. J'ai fait ce que j'ai pu. Merci à vous. Et puis Charlotte, j'espère que vous allez passer une jolie nuit, soirée de Noël. Laissez un peu vos malades se reposer tranquille dans leur lit à l'hôpital tranquillement. Hein? Bonne nuit à vous Charlotte et bon Noël. Merci bon Noël. Sophie, bon Noël à tous. Au revoir. Merci. Europe 1, Sophie Peters. Quitte sur une jolie chanson de Noël, Noël blanc de Cœur de Pirate et Michel Legrand. Et avant de vous quitter, je voulais lire quelques très jolis messages que j'ai reçus ce soir là. Il y a Amanda de Corse qui nous souhaite et à vous tous un joyeux Noël, qu'elle est seule ce soir et elle nous envoie un bouquet de roses qu'elle envoie avec le cœur. Merci à vous Valérie et très bon Noël à vous également. Et merci à Alice, merci à Eridan qui dit quand j'entends tous ces beaux témoignages de Noël, je me dis que même si elle est ponctuée de quelques bémols, la vie reste une belle partition. Voilà un très joli message. Et puis également Poupig, on pense bien à vous ce soir. Et Poupig, vous nous dites que Noël en breton se dit Nedeleg Mad, jour de naissance. Et c'est beau. Et vous avez perdu votre maman ce soir et on pense bien à vous. Bonne soirée à vous tous. Merci pour cette belle émission. On se retrouve demain. Belle nuit de Noël. Il est 1h.